toutes et à tous, bienvenue dans Vis-à-vis. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Solidarité. La femme est célébrée dans le monde entier ces jours-ci et comme chaque année autour du 8 mars, sacrée journée internationale des femmes par les Nations Unies en 1977, une décision entérinée par la France en 1982. Alors après avoir rappelé la semaine dernière l'importance de l'engagement associatif dans la défense des droits de la femme et la protection des plus démunis d'entre elles, eh bien Solidarité rend hommage aujourd'hui aux illustres représentantes de la gente féminine qui font véritablement progresser l'humanité. Avec elles, l'esprit de solidarité gagne le cœur des êtres et leur intelligence, et cet engagement peut constituer l'objet d'une vie. Avec elles, le concept de solidarité s'élargit, il se met au service de l'humanité tout entière, de son mieux-être, mais aussi de sa grandeur et de sa beauté. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, la politique, l'humanitaire, la culture, la philosophie. Préserver le patrimoine dans le cadre du progrès, concilier modernité et tradition, promouvoir la liberté et les droits humains fondamentaux. Tels sont les combats quotidiens de ces femmes d'exception qui font avancer le monde et avec lui la cause féminine et auxquelles l'émission d'aujourd'hui est consacrée. J'ai le très grand honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Simone Veil. Bonjour Madame, ancien ministre, alors je cite un peu votre CV comme on dit, ministre de la Santé sous le gouvernement de Chirac en 1974, ministre de la Santé puis chargé de la Sécurité sociale sous les deux gouvernements de Raymond Barre entre 1976 et 1979, puis ministre d'État en charge des affaires sociales, de la santé et de la ville de 1993 et 1995. Ça c'était au moment de la première cohabitation sous le gouvernement d'Édouard Balladur. Vous avez été la première présidente du Parlement européen de 1979 à 1982 et vous êtes restée députée européenne jusqu'en 1984. Vous avez également présidé le Haut Conseil à l'intégration. Vous avez effectué un mandat complet, soit 9 années, entre mars 1998 et mars 2007, en tant que membre du Conseil constitutionnel. Et bien sûr d'autres engagements, je ne peux pas tous les citer, mais hors engagement professionnel, vous êtes présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et vous n'avez jamais délaissé votre engagement au sein de la Fondation Claude Pompidou depuis sa création en 1970. C'est une fondation qui a pour but de venir en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés, aux enfants handicapés. Mais surtout, Simone Veil, vous êtes devenue la femme la plus célèbre de France avec l'adoption de votre loi pour l'interruption volontaire de grossesse. Ça se passait en 1975. Vous avez acquis 75. Non, je me suis trompée. Non, 75. Et vous avez acquis donc une popularité auprès des Français et des Françaises qui ne s'est jamais démentie. Et bien sûr, votre passé de déporté, de rescapé du camp d'Auschwitz, évidemment, force le respect et l'admiration de tous. Vous venez de publier ce livre il y a quelques mois, c'était en novembre 2007. Votre autobiographie, Une vie. Pourquoi avoir choisi peut-être ce moment précis pour vous raconter ? Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais très occupée, je ne voyais pas comment j'arriverais à écrire ce livre. Je l'ai été encore, mais enfin j'ai tout de même pris le temps. J'avais pris aussi un engagement vis-à-vis d'un éditeur qui trouvait que je mettais beaucoup de temps pour réaliser ce qui avait été prévu. Donc il a bien fallu que je me décide voilà, quelque chose. Comme une existence remplie, c'est autant d'années que vous pouvez raconter, plus vous commencez tard ce livre, plus il y a de choses à dire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Madame Hélène Carrère-Dancos, bonjour. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française, sociologue, historienne, écrivain, éminente spécialiste de la Russie. Vous avez été l'une des premières femmes à intégrer l'Académie française en 1991. Vous êtes la seule femme à jamais avoir été d'ailleurs secrétaire perpétuelle de l'Académie française, une académie fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu. Il était temps que les femmes s'y mettent aussi. Hein. Je suis tout de même la troisième femme. Il y en a eu deux avant moi. Ah, en secrétaire perpétuelle? Ah, secrétaire perpétuelle, ah non, voilà. Mais... Oui, mais vous êtes une des premières. Quand il y en avait deux avant vous, bien entendu. L'Académie française, dont pour info, je le rappelle, c'est l'une des 5 académies, avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, à être regroupées au sein de l'Institut de France, créé quant à lui à la fin de la Révolution française, en 1795. Il abrite les plus grands penseurs, historiens, philosophes, artistes, intellectuels, scientifiques. L'Académie française, donc quant à elle, sa fonction essentielle, c'est la préservation, la promotion de la langue française, ici et maintenant, à travers le monde, notamment dans le cadre de la francophonie, de la francophilie, on peut dire aussi. Oui, le cardinal de Richelieu nous a confié le soin de la langue, mais le soin de la langue au XXIe siècle, c'est beaucoup plus, de la langue française, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le monde est ouvert. Et en même temps, je crois que c'est un problème fondamental parce que la langue, c'est ce que l'on pense. Arriver à dire clairement ce que l'on pense
eh bien ça forge la pensée. Et vous êtes de celles et ceux qui disent que non, la langue française n'est pas en train de dépérir. Non, on n'est pas du tout, nous ne sommes pas dans une forteresse assiégée, même si, je dirais, on la maltraite en France, ça c'est un grand drame. On l'enseigne mal. Nous avons des enseignants admirables, mais la manière dont la pédagogie moderne a pensé l'enseignement fait qu'on enseigne mal. Mais heureusement, il y a un véritable redressement qui est en train de s'opérer grâce à Xavier Darcos. Et je suis contente de le dire parce que je crois que c'est très important, ce qui se fait actuellement. Mais à l'étranger, la langue française, alors, elle n'est plus la langue de la diplomatie, elle n'est plus la langue, je dirais, du commerce international, mais elle est la langue du choix du cœur, la langue de l'intelligence, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, les gens parlent français parce qu'ils le veulent. Qu'elle rassemble, c'est une langue qui continue à rassembler chez nous, mais aussi dans la communauté internationale. L'Institut de France gère aussi un millier de fondations dont il est dépositaire. Alors pour info, en 2007, le montant total des prix et des subventions décernés par les fondations de l'Institut de France s'élève à plus de 10 millions d'euros. Donc c'est aussi cette vocation c'est un mécénat. Intéressante. Voilà. Un mécénat culturel et les académies aussi. Chaque académie a son mécénat. L'Académie française a elle-même ses propres mécénats. Et pour vous également, Madame Carrère-Dancos, une actualité littéraire, puisque au mois d'avril, en quelques jours, sort votre livre intitulé Alexandre II. C'est sous-intitulé, c'est le plus important, ça s'appelle Le printemps de la Russie. C'est-à-dire, c'est le 19e siècle, c'était le printemps des peuples, et la Russie a connu son printemps. Un empereur assassiné en 1881, c'est ça, après 25 ans de règne. Assassiné, l'homme qui avait émancipé les paysans, c'était le temps du servage. Qui aurait pu faire beaucoup plus, mais il ne faut pas oublier qu'Abraham Lincoln, au même moment, avait libéré les esclaves, il a été assassiné. Alexandre II a émancipé les paysans, et il a été assassiné. Ce sont deux destins parallèles. La Russie aussi qui fait partie de votre patrimoine familial, les gens ne le savent pas forcément. Oui, et culturel, parce que je suis biculturelle. Bien sûr, merci d'être avec nous, Madame Carrère-Dancos. Mona Chasserio, bonjour, rebonjour, merci de revenir nous voir. Présidente et fondatrice de l'association, la magnifique association Cœur de Femmes. Depuis 92, la maison Cœur de Femmes accueille les femmes de la rue qui sont victimes de l'indifférence, du rejet, des violences, des tortures, des femmes françaises, des femmes qui viennent de l'étranger, peu importe. Vous les accueillez dans cette maison où elles peuvent se poser, une maison conçue pour elles, se reconstruire, être aimées, être comprises. Vous les aider à se réinsérer aussi quand c'est possible, professionnellement. La qualité justement de votre engagement auprès de ces femmes, comme vous dites, abîmées par la vie, est incomparable, puisque pendant 2 années, vous vous êtes immergé volontairement dans la rue, auprès de ces femmes. Vous avez osé quitter famille et foyer pour vivre cette expérience hors du commun. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Cœur de Femmes, De l'inexistence à l'existence, paru il y a 3 ans aux éditions Louis Audibert, et un très beau livre de photographie, Cœur de Femmes aussi, des photographies de Céline Anaya Gauthier, aux éditions de La Martinière, que vous aviez préfacé, Madame Veil. Et en ce moment se tient à la mairie du 13e arrondissement justement une exposition que vous proposez, toujours avec les photographies de cette artiste, de Céline Anaya Gauthier, accompagnée de textes issus des ateliers d'écriture de la maison Cœur de Femmes. Donc ça c'est en ce moment, ça commence dans 2 jours, c'est ça? Du 13 mars au 22 mars, quelque chose comme ça? Non, c'est à l'usine Springcourt. À l'usine, voilà, Springcourt. Alors, je me suis trompée. C'est l'usine Springcourt. Donc effectivement, il y a, pour célébrer un peu le 8 mars, donc il y a cette exposition. Et puis en plus, il n'y a pas que Cœur de Femmes, mais il y a, ça s'appelle le féminin créateur, justement pour que les femmes se retrouvent, parce que je pense que par l'art, eh bien, le monde va changer. Voilà. Et évidemment, on a toutes les informations sur le site internet de Cœur de Femmes qui s'affiche à l'écran. Évidemment, on peut aller surfer. Promouvoir la condition féminine et son émancipation lorsqu'on est à la fois sujet et objet de la démarche, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui sur ce plateau. Et c'est ce que nous allons aborder dans la première partie de cette émission. Puis nous évoquerons un petit peu la solidarité, l'ouverture à l'autre avec un grand A et au monde. Et à la manière dont vous la faites rayonner, mesdames, cette solidarité tout au long de votre parcours. Donc première partie de cette émission. Madame Veil, nous allons commencer avec vous. Alors, déjà une question. L'an dernier, il y a exactement 1 an, 8 mars 2007, vous annonciez votre soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy, sans toutefois accepter la présidence de son comité de soutien. Hasard ou nécessité, pourquoi cette date
pour cette annonce. Vous veniez juste de sortir de vos fonctions, votre devoir de réserve du Conseil constitutionnel. Pendant 9 ans, je ne pouvais pas parler politique, je ne pouvais pas prendre d'engagement, et c'est un engagement qui est important. J'avais simplement demandé, parce que les statuts, enfin il y avait des précédents, j'avais demandé à avoir un mois de congé complet au moment du référendum sur l'Europe. Et le président de l'époque me l'avait accordé en disant qu'il y avait des précédents, ce qui n'a pas empêché certains d'ailleurs de le critiquer, mais pour moi c'était important, et comme il y avait des précédents, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé. Pour moi, l'Europe est quelque chose de tout à fait fondamental pour notre pays, fondamental pour la paix. J'en parle maintenant parce que dès que j'ai été de retour de déportation, j'ai pensé que si nous ne nous réconcilions pas avec les Allemands, il était sûr qu'on aurait une troisième guerre mondiale qui ne pouvait être que pire. Or, je trouve que c'est une honte qui pèse sur les Européens depuis un siècle, c'est de dire qu'il y a eu par notre faute, nous, tous les Européens, nous avons entraîné le monde entier dans 2 guerres qui ont fait à peu près 100 millions de morts. Alors je trouve que souvent on a tendance à faire la morale aux autres, et que quelquefois on doit balayer devant sa porte. Quand je dis ça, c'est pour tous les Européens. Et aujourd'hui, je me réjouis. Je trouve que ce qu'on a fait de mieux, la première partie du XXe siècle a été une horreur, et je trouve que c'est ensuite que nous sommes en quelque sorte rachetés, ne serait-ce qu'en acceptant, même quand c'était douloureux, de se réunir et de se dire on fait la paix, c'est fini, c'est derrière nous. Alors vous parlez de paix, mais vous êtes aussi de ces personnes qui souhaitent aussi la prescription des choses les pires. Hein. Vous vous êtes exprimé dans ce livre, a étayé un petit peu évidemment la préparation de cette émission. Vous expliquez qu'effectivement, il y a un moment il faut tourner la page, il faut même vous étonner qu'on n'ait pas envie de prescrire les crimes contre l'humanité. Ça va jusque-là, votre démarche, c'est un peu dans cette logique que vous inscrivez. Oui. Je trouve que quelquefois on ressort des drames qui ont eu lieu, et ça ne fait que rendre plus difficile la paix et la réconciliation. Contrairement à ce que certains pensent, moi je pense que d'entretenir des vieux conflits, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, moi je préside à La Haye le Fonds des victimes, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont jugés pour des crimes contre l'humanité, on a créé un fonds avec un représentant par continent. J'ai été le représentant pour l'Europe, et je dis toujours, j'ai accepté ce travail qui est assez ingrat, mais parce que je pense que c'est très important d'aider les victimes, et qu'en revanche, 20 ans après, j'ai beaucoup de difficultés à ce qu'on soit encore à courir pour prononcer des peines qui ne font que ramener en fait la haine entre les gens. Je ne crois pas à la justice pour la justice. Je suis magistrat, et je pense qu'une des fonctions des magistrats, c'est de savoir, d'ailleurs, il y a des prescriptions normalement, et je pense que c'est une bonne chose qu'à un moment on sache faire jouer la prescription. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe au Rwanda, qui a été épouvantable entre les Tutsis et les Hutus, eh bien on s'aperçoit qu'eux-mêmes essayent en définitive de trouver des solutions entre eux. Alors, quand on vous écoute, même quand on regarde tout votre parcours, déjà ce qui frappe, c'est la façon dont vous êtes emparé de cette liberté de la femme, liberté de penser, liberté d'agir. Je cite un petit peu ce que vous dites, notamment à la page 24. « Papa estimait que trop souvent je n'en faisais qu'à ma tête, et puis très vite il appréciait mon esprit contestataire. » Il y a aussi l'exemple de votre maman. Hein, votre maman qui est donc arrêtée de ses études, n'a pas travaillé, donc était complètement dépendante du point de vue économique, mais qui va vous enjoindre, vous et vos frères et sœurs, à faire des études et surtout avoir un bon métier. Avoir un métier, mais pas n'importe lequel. Est-ce que ça vous porte depuis que vous êtes petite, parce que vous avez accompli des choses extraordinaires en tant que femme, hein, surtout avant la libération féminine, comme on dit, quand elle a pris vraiment une importance sociopolitique. Mais est-ce que c'est vraiment un terreau chez vous qui existait depuis le départ? Oui, mais toute petite, je crois que la personne qui a compté le plus dans ma vie, et encore aujourd'hui, enfin, c'est maman.
parce qu'elle avait une personnalité très, très forte, même si elle était très soumise à son mari et que ça m'énervait d'ailleurs assez souvent. J'étais plutôt un peu à lui dire de se révolter. Vous le dites complètement dans le livre, vous êtes direct, adolescente, vous étiez déjà dans la contestation. Et bon, malheureusement, elle a été déportée, elle est morte à Bergen-Belsen très peu de temps avant notre retour. Mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et d'ailleurs, encore hier, j'étais à une réunion avec d'anciennes déportées qui l'ont connue en déportation. Et la plupart étaient entrés dans le camp sans leur mère, et elle me disait, elle nous a servi à toutes deux mères. Elle avait une dignité, un courage extraordinaire. Et elle est toujours, j'ai le sentiment qu'elle est toujours avec moi. Et vous je crois qu'elle m'a marqué énormément. Chaque jour, maman se tient près de moi. Oui. C'est elle qui vous a porté. Et puis liberté d'agir aussi. Donc il y a un moment où vous allez vous aussi être confronté au fait, j'élève mes enfants. Ou est-ce que je commence un métier? Non, vous allez dire clairement à votre mari qui peut-être aurait bien voulu aussi que vous restiez plus longtemps à la maison. Vous allez, alors il y a une phrase très, pardon, mais assez amusante parce que vous avez beaucoup d'humour dans ce livre. Une réelle envie de faire bouger les choses. Alors non, pardon, là je me suis trompée de phrase. Voilà. J'abandonnais ma vocation d'avocat au profit d'une carrière de magistrat sans doute moins prenante, et lui acceptait, vous parlez de votre mari Antoine, acceptait que je ne reste pas à la maison pour élever les enfants et préparer le dîner. Alors ça, c'était quand même petits arrangements entre époux avant l'heure. Oui, absolument, mais je crois aussi que si on veut vivre, je suis mariée depuis 61 ans, si on veut qu'un ménage dure longtemps, il faut aussi savoir faire des concessions. Et là, je voyais bien que pour lui, le métier d'avocat, c'était pour une femme quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, deux de nos fils nos deux fils sont avocats et adorent le métier qu'ils font. Il n'a rien perdu pour attendre. En définitive, il m'a rendu service, parce que si j'avais été avocat, je suppose que j'aurais réussi, tandis que comme il s'est trouvé, par le hasard des choses, que comme magistrat, j'ai eu des fonctions très, très intéressantes. D'abord à l'administration pénitentiaire, ce qui m'intéressait beaucoup. Et ensuite, je pense que si j'avais été avocat, on n'aurait jamais été me chercher, je ne sais pas pourquoi. Alors que je ne faisais pas de politique, Valéry Giscard d'Estaing, quand il est entré au gouvernement, a dit « Oh, il faudrait tout de même qu'il y ait quelques femmes ». Et je suis devenue ministre, ce qui m'a en définitive entraîné vers une carrière politique que je ne convoitais pas du tout. Alors justement, revenons sur votre premier poste effectué au sein de l'administration pénitentiaire pendant plusieurs années. Un poste que vous avez beaucoup aimé, une mission qui vous a vraiment passionné. Je vous cite aussi par rapport au problème de détenues de femmes algériennes qui étaient donc transférées en métropole. J'ai obtenu qu'elles soient regroupées au sein d'un même établissement et puissent y poursuivre des études. Et vous ajoutez, les prisons devraient servir à élever intellectuellement les individus et pas seulement à les punir. Est-ce que, là aussi finalement vous faites office de pionnière, est-ce que c'est ça qui est important? C'est un droit humain fondamental, cet accès à la connaissance, quelle que soit la forme. À l'administration pénitentiaire, un certain nombre de gens, de magistrats, qui s'étaient engagés parce qu'ils avaient eu des parcours particuliers. Soit ils avaient été eux-mêmes déportés résistants, soit ils avaient été internés. Et donc cette question de la prison et de la sanction était pour eux importante. Et on trouvait tous qu'il fallait faire quelque chose. D'abord, les prisons étaient ignobles. Je dirais que ça ne va pas beaucoup mieux maintenant parce que, alors qu'il y avait 20-25 000 détenus à l'époque, il y en a maintenant 60 000. On a construit des prisons, mais elles ne suffisent pas pour que les détenus soient... que simplement leur dignité soit respectée. Je crois que c'est très important, même si la prison n'est pas facile, on n'est pas là pour les récompenser, mais en tout cas, si on ne respecte pas leur dignité, il n'y a aucune chance qu'ils retrouvent une capacité de se réinsérer dans la société. Pour moi, c'est tout à fait essentiel. Et il y avait un climat tout à fait particulier. Alors je reviens à ces jeunes femmes algériennes qui étaient des femmes qui avaient posé des bombes. Il ne faut pas se faire d'illusions avec des bombes qui avaient entraîné vraiment des morts à Alger. Et malgré ça, c'était un conflit auquel il fallait bien, enfin il a fallu 4 ans, général de Gaulle, entre le moment où il est arrivé pour mettre fin à la guerre d'Algérie et qu'on trouve des solutions. Il y a eu l'amnistie d'ailleurs pour toutes ces femmes, mais en attendant aussi il fallait s'occuper d'elles. Et je pense qu'on les a d'abord transférées en France, ce qui était important parce qu'elles risquaient d'être assassinées dans les prisons algériennes. Et puis au fond, on s'est réconcilié progressivement avec les Algériens, chacun se sentant
dans un problème très difficile, qui reste d'ailleurs difficile, avec des ruptures, avec vraiment des... mais moi, je suis retournée plusieurs fois en Algérie, j'ai conservé de très bons contacts avec un certain nombre d'entre eux. Il y a quelques années, j'ai même fait une mission pour les Nations Unies sur la situation en Algérie, et je conserve pour ce pays beaucoup de... je dirais pas d'affection, mais je suis tout à fait consciente de ce qu'il a dû traverser. Et que ça a été aussi bien pour les Français d'Algérie, qui avaient fait beaucoup depuis la colonisation et leur arrivée, que pour les Algériens. Hélène Carrère-Dancos, même question qu'à Madame Veil. C'est important cet accès à la culture, à la connaissance. Ça doit être un droit humain fondamental. Vous qui êtes une des plus illustres représentantes du savoir, de la culture, je crois que c'est absolument fondamental. C'est ce qui structure l'individu. Et j'écoutais Madame Veil. Je crois que elle a raison. C'est comme ça véritablement. D'abord, sur le plan international, c'est comme ça qu'on résoudra nos problèmes, parce que au fond, la culture est universelle. Et c'est précisément des cultures découpées qui ont entraîné des conflits. Et puis ça fait partie de ce qui permet à l'individu de s'épanouir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et de conserver sa dignité, comme on le disait, tout est affaire aussi de dignité. Mais évidemment. Mais la dignité, ça passe d'abord par la possibilité d'être soi-même, de n'être pas complètement structuré par les idées d'autrui, et puis de pouvoir donner le meilleur. Et c'est la culture qu'il faut. Mona Chaferrier, ça vous parle, ça aussi, hein, le fait de vivre dans l'harmonie, de ne pas se renier soi-même. C'est aussi dans cet esprit que vous accompagnez toutes ces femmes que vous aidez. Oui, parce que lorsque mon regard s'est ouvert sur les femmes, pour moi, c'était pas de les prendre et les mettre dans une case qui n'était pas la leur. C'était s'arrêter dans l'histoire pour faire un travail en amont, pour justement trouver ses qualités, qui l'on est, sa culture, d'où on vient, s'enrichir de tout ça pour pouvoir repartir vers demain. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc il y a ce travail-là à faire, bien sûr. Et puis autant que possible, vous allez aussi les aider à retrouver une activité, à se réinsérer dans la société. C'est pas facile parce que vous êtes confrontés à des personnes extrêmement diminuées, extrêmement abîmées. Oui, mais je dirais que c'est vraiment intéressant parce que justement, comparativement à d'autres, elles ont tellement souffert que l'ego est déjà un petit peu tombé, je dirais. Et quand vous êtes là à faire renaître quelqu'un, qu'elle prenne conscience aussi de la souffrance qu'elle a vécue, la transformer, parce que notre vie, elle est toujours faite de souffrance. Et si on ne transforme pas le négatif en positif, on ne peut pas s'épanouir pour aller vers demain, on n'est pas libre. Donc il y a ce travail profond à faire, et moi c'est pour ça que je pense beaucoup, si vous voulez, à la culture, parce que la culture, c'est ça qui nourrit. Bien sûr. Alors la femme en tant qu'objet de réflexion, mais aussi en tant que sujet d'action. Oui, Madame, vous voulez réagir? Oui, moi ce que je voulais dire, parce que je crois que les gens n'en ont pas conscience, c'est qu'il y a très peu de femmes qui sont en prison. Si on compare le nombre des femmes criminelles, enfin le nombre des femmes en prison avec le nombre des hommes, ça n'a aucun rapport. Il n'y a qu'une seule maison centrale, où je dois dire d'ailleurs que très souvent ce sont des crimes terribles, parce que ce sont des crimes, c'est des crimes passionnels, ou c'est une voisine avec laquelle on ne s'entendait pas, et en général d'ailleurs, à l'époque où j'ai connu les prisons, je trouvais que leur discipline était très dure, leurs conditions matérielles étaient plus facile que celle des hommes. C'était une assez belle, la maison centrale de Rennes était une belle prison au point de vue des locaux, mais la discipline était très dure. Et comment a-t-elle évolué justement la condition des femmes? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la condition carcérale des femmes en 2008? Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais je pense que c'est toujours plus douloureux, plus difficile, ne serait-ce que parce que vraiment leurs crimes sont très particuliers. Il y a peu de femmes il y a des femmes qui ont participé à des braquages ou des choses de ce genre, mais en général c'est beaucoup plus lié à leur vie personnelle. Ça leur permet davantage justement de prendre des études, une formation aujourd'hui, c'est mieux organisé. On voit beaucoup d'associations elles sont entraînées à faire, qui sont complémentaires de l'administration. Oui, ou à prendre une profession qu'elles pourront exercer. Elles sont bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un passage très douloureux, très long et difficile, parce que vraiment leurs crimes ont été, quand on voit, enfin, on prend un peu les archives et qu'on voit les crimes qu'elles ont commis, elles disent qu'elles viennent de très loin, et que pour des femmes qui ont l'air tout à fait normales, quand on les voit comme ça, on ne peut pas imaginer. Le législateur, c'est vraiment un problème social à prendre en considération dans son ensemble. Mona Chaferrier.
Oui, parce que, enfin, moi j'en accompagne une qui est depuis 19 ans en Rennes, justement. Et je pense que quand elle commence à sortir maintenant, et quand je la vois, elle me dit, eh ben aujourd'hui je prends conscience que ces 19 ans, ce que je suis aujourd'hui, je n'aurais jamais été si j'étais restée dans la vie normale. Alors elle a vécu beaucoup, comme vous disiez, Madame Veil, c'est-à-dire beaucoup d'écrasements, il a fallu qu'elle travaille à l'intérieur pour justement ne renoncer à ses cris intérieurs, hein, puisqu'on vous écrase. Mais aujourd'hui, ce qu'elle est, elle me dit aujourd'hui, ben vraiment, c'est un travail spirituel que j'ai fait. Madame Carrère-Dancos. Oui. Je ne suis pas une spécialiste du tout de la criminalité féminine, mais je lis les journaux. Et il m'a toujours semblé que, au fond, les femmes qui commettaient des crimes, ça tenait largement à leur état de dépendance. Qu'elles étaient, en fait, quand on regarde, ça n'est pas de la criminalité pour la criminalité, c'est parce qu'elles sont écrasées dans une famille, c'est parce qu'elles sont écrasées par un homme, c'est parce que, pour l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un vrai problème de condition féminine, me semble-t-il. Oui, tout à fait, c'est très différent. Et alors, moi, il se trouve que j'étais à l'administration pénitentiaire, que je m'y suis intéressée beaucoup parce que j'étais une femme, mais moi, je me suis occupée aussi beaucoup des autres prisons, d'ailleurs, passement. Mais là, c'était pas un travail considérable. Et je me suis beaucoup investie, j'étais tout à fait suffoquée de trouver cette criminalité féminine très très différente et très lourde et beaucoup plus longue à reprendre. Je vous propose qu'on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour cette discussion. Je vois un plat cuisiné Weight Watchers. Ça alors, c'est pas du régime? Et là, je vois des petites Saint-Jacques, de la crème safranée. Mais t'emballe pas, ma chérie. Ce que tu vois pas, c'est que c'est pour moi. Allez, juste une bouchée. Weight Watchers, pour aimer, faut goûter. Vous êtes bien installés? Cet épisode s'achève. Découvrez le nouvel épisode. Vous êtes prêts? Silence. Tout commence maintenant. Nokia N95 8 Go. Le nouvel épisode. Ragnar, un peu de saumon peut-être. Apéricube déclare l'apéritif ouvert. Besoin d'une réserve d'argent pour financer un coup dur ou un coup de cœur? Chez Disponis, vous pouvez emprunter jusqu'à 4 500 € sans justifier vos achats. On vous dit oui ou non tout de suite et vous recevez l'argent rapidement. Appelez vite le 3213 et dites crédit. Pendant 2 mois, le TEG est à 0% et vous ne payez pas de mensualité. Grandir avec des os solides. Saviez-vous que vos os grandissent de tout ça en 3 ans? Donc il leur faut beaucoup de calcium. Et qui en a le plus? Gervais a 2 fois plus de calcium que les autres et de la vitamine D pour aider à avoir des os solides. Comme toi. C'est parti pour bien grandir. Et avec Gervais, retrouve tes magnets de fruits à collectionner. Découvrez Narta Bioefficacité, le premier déodorant à lacticutéine composé d'actifs naturellement présents dans la peau. Narta Bioefficacité vous protège pendant 48 heures. Véritable soin, il laisse votre peau douce et saine. Déo Narta Bioefficacité à lacticutéine toute la journée, fraîcheur Narta. Ah, là, vraiment, vous avez fait du bon boulot. Hein. Et puis les finitions... Attendez, allez là, il manque une vis, une vis là, voilà, exactement. Ah, allez. J'étais un peu en avant. À peine 2 heures. La cuisine. Oui, mais... T'as dû payer ça une fortune. Hein? C'est italien. Oui, c'est une butticelli. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. C'est quoi Non, en fait, moi, je travaille chez But. Oui, enfin, Butticelli, c'est pareil. Bien. Retour sur le plateau de Solidarité consacré aujourd'hui aux femmes d'exception qui font progresser l'humanité. Sur ce plateau, des
invitées prestigieuses. Madame Veil, donc, vous ne serez jamais avocat, mais vous allez quand même être ministre, hein, pour parler encore une fois de cette émancipation féminine avant l'heure quand même. Et ça veut dire que là, on rentre tous les soirs très tard, mais qu'on arrive quand même à concilier vie professionnelle et vie de famille. Ça se passait comment pour vous? Les enfants étaient plus grands à ce moment-là, ça posait plus du tout les mêmes problèmes. Quand on a des enfants qui ont 5-6 ans ou même moins, comme ça, je venais de commencer un stage pour la magistrature et le dernier qui avait 3 mois à la coqueluche. Heureusement que j'avais une belle-mère, parce qu'à ce moment-là, on avait la chance que un certain nombre de femmes ne travaillent pas, et ma belle-mère est venue chercher le bébé et l'a soigné pendant ce temps-là. C'était tout de même compliqué. Mais je crois que le fait de travailler, plus tard, ils l'ont très bien compris, et je crois qu'ils sont, même si de temps en temps ils me disaient nos mères, elles sont là pour les petits copains disaient ça. Ils n'avaient pas le sentiment, en même temps que les mères qui ne travaillaient pas s'occupaient tellement plus de. Oui, c'est ça. Il faut quand même peut-être on leur apportait autre chose. Hein, voilà. On leur apportait aussi autre chose. Madame Carrère-Dancos, vous aussi, concilier vie intellectuelle intense et vie de famille? Oui, comme Madame Veil, j'ai 3 enfants. Par conséquent, je veux dire, on appartient à la génération des femmes qui ont eu plutôt 3 enfants et la première qui est génération de femmes qui ont décidé de travailler. Je crois que c'est ça. Vous avez parlé hors caméra d'une dose d'inconscience tout de même nécessaire pour se lancer dans ce type de carrière? Bon, je pense qu'il faut de l'optimisme, il faut de l'optimisme. Il faut être inconscient parce qu'on se dit je le ferai. Et puis en définitive, on s'aperçoit qu'on y arrive. Et vous savez, moi j'ai le souvenir de la pédiatre, une charmante demoiselle qui était un très grand pédiatre qui s'est occupé de mes enfants et qui disait toujours, en définitive, j'aime beaucoup les femmes qui travaillent, elles sont très précises et je m'aperçois que leurs enfants sont peut-être mieux structurés. Alors je livre ça à la communauté. C'est pas très facile évidemment de concilier les deux. Parce que Madame Veil a été en plus comme présidente du Parlement européen, c'est quasiment une fonction de chef d'État. Hein. Il faut le dire. Et bon, moi, j'ai pas eu des fonctions aussi écrasantes. Hein. J'ai eu une vie plus libre comme universitaire. Et puis Madame Veil aussi enfoncé, bien sûr, les portes du machisme, quand même, un peu. Hein. Appelons un chat. Pas facile d'occuper les fonctions que vous occupiez, surtout que lorsque vous êtes ministre de la Santé, on vous remet le dossier qui avait déjà été pensé avant vous de ce problème de la légalisation de l'avortement à une époque où il y a des avortements clandestins, où il y a des conditions sanitaires catastrophiques dans ce domaine-là. Et là aussi, vous avez dû vous heurter à beaucoup de préjugés. Oui, je dois dire que le président de la République de l'époque avait pris des engagements. Il y avait eu l'année précédente un essai de faire un texte qui pourtant était très affaibli, enfin laissait très peu de facilité pour obtenir une IVG. Et là, on a été beaucoup plus loin, puisqu'en fait, c'était, en accord avec le président de la République, ça devait être une décision de la femme. Bien sûr, il y avait des conditions, notamment des conditions de délai, en ce qui concerne le nombre de semaines dans lesquelles on pouvait agir, mais c'était, moi ça j'y tenais beaucoup, c'était la femme qui décidait elle-même. Elle n'avait demandé l'autorisation de personne, alors que jusque-là, dans beaucoup de législations, il y avait des commissions, on devait expliquer pourquoi, enfin on voit c'est encore le cas en Pologne par exemple. On s'aperçoit d'ailleurs, puisque je parle de ça, qu'aujourd'hui en Pologne, la démographie est beaucoup plus basse qu'en France, alors qu'ils ont une loi très rigoureuse sur ce plan. Et que la France a, je crois, une démographie qui est même supérieure à celle de l'Irlande, alors que l'Irlande a toujours été le modèle. Les femmes françaises sont celles qui font le plus de bébés, qui travaillent le plus, hein, ça y est. Absolument. Et alors, justement, vous aviez également au préalable travaillé sur la contraception. Je vous cite dans le livre, la contraception consacre la liberté des femmes et la maîtrise qu'elles ont de leur corps, dont elles dépossèdent ainsi les hommes. L'avortement, en revanche, ne soustrait pas les femmes à l'autorité des hommes, mais il les meurtrit. Donc tout est dit déjà dans cette phrase. C'est quand même vous ne reniez rien de la souffrance qu'il y a à faire ce choix. Et puis en même temps, et bien encore une fois, vous replacez l'histoire de la possession d'une femme de son propre corps. Là aussi, c'était très novateur à l'époque. Oui. Vous savez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'étais dans un hôpital qui a été un peu pilote, même avant le vote de la loi, et qui d'ailleurs ne s'en cachait pas, c'était à Nantes. Et j'ai rencontré toute l'équipe médicale, je pense que c'était il y a 2 ans, et ils m'ont dit, vous savez, c'est toujours un problème l'avortement pour les femmes. Quand on peut l'éviter, il faut toujours l'éviter. Et d'ailleurs, il y en a qui viennent se faire suivre, qui ont besoin de psychologie, et donc c'est pas neutre.
c'est pas neutre. Et je crois qu'en tout cas, il faut qu'elles-mêmes se sentent confortées, aidées, le cas échéant. Mais moi, je pense que pour les hommes, en définitive, il y a toujours l'idée que l'avortement, justement, est un peu une sanction, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'acceptent, tandis que la contraception, ça se fait sans eux. Et ça, ils ne supportent pas. Je crois que vraiment l'idée que c'est la femme qui est maître de savoir s'il y aura ou pas un enfant, car je dis il y aura ou pas parce qu'il y a aussi des femmes qui disent qu'elles prennent une contraception et qu'ils ne le font pas parce qu'elles veulent un enfant, ou au contraire d'autres, mais ça c'est la femme qui est devenue maîtresse. C'est pour ça que je dis que là c'est la contraception, la vraie liberté de la femme. Alors, cette liberté, cet affranchissement, c'est par rapport aux hommes, et c'est vous-même aussi, encore une fois, la femme, sujet et objet de cette réflexion sur l'émancipation féminine dans cette émission. C'était aussi vous, femme, qui imposiez cela. Alors, je parle aussi de ce que vous citez par rapport aux reproches du corps médical. Face à un milieu au conservatisme très marqué, je présentais le triple défaut d'être une femme, d'être favorable à la légalisation de l'avortement, et enfin d'être juive. Là, tout est dit, discrimination, sexisme, antisémitisme, audace intellectuelle et politique. Quelque part, ça va résumer les écueils auxquels vous aurez pu être confrontés dans votre existence. Oui, à l'époque c'était très difficile. Moi je me souviens, ça c'était avant même d'avoir été au gouvernement. Mais quand j'étais jeune magistrat, une fois, mon directeur avait été invité par un magistrat en retraite d'ailleurs, mais pour une rencontre avec d'autres magistrats. Et le directeur a dit non, moi je ne peux pas y aller, mais il y a la personne qui s'occupe des questions que vous voulez aborder, qui est très bien et qui viendra. Et il dit c'est madame. Bon, alors il dit oh, d'abord je ne veux pas de femme, et ensuite juive en plus, il n'en est pas question. Et le directeur n'a pas cédé, il a dit c'est elle qui viendra et sans ça il n'y aura personne. Alors j'y suis allée, j'ai été très très mal accueillie, tellement mal accueillie d'ailleurs qu'il y avait un déjeuner qui était prévu pour cette grande journée organisée par ce magistrat, enfin qui était d'ailleurs un magistrat en retraite. Et alors je vais au déjeuner en arrivant et je m'aperçois, j'ai dit il y a une table, etc. Ils avaient payé mon déjeuner et j'étais toute seule. Mona Chassario. Les choses comme elles pouvaient à l'époque se passer. Ça ne pourrait plus. Ah oui, c'est clair. Mona Chassario, donc vous aussi, grande audace dans la façon dont vous avez décidé de vous engager aussi en tant que femme et pour aider d'autres femmes. C'est lorsque vous êtes partie, vous avez quitté foyer, famille pour partir 2 ans dans la rue, dans les conditions les plus dures. Comment est-ce qu'on prend une décision comme ça? C'est pas je dois dire que c'est pas une décision mentale. Moi, j'ai plus eu une ouverture un peu, plutôt spirituelle, et j'ai compris que ce que je faisais avant, c'est-à-dire puisque je travaillais sur les médicaments, je pouvais plus soigner la finalité de la maladie, mais pour moi, c'était d'aller à la source, voir pourquoi le corps exprime la maladie. Et du coup, mon regard a complètement changé, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'abbé Pierre. Et c'est dans notre rencontre qu'il m'a transmis le regard sur les gens de la rue, et moi j'y ai vu les femmes dont personne ne s'occupait, parce qu'il y a 18-20 ans, on parlait des exclus en général, mais on ne parlait pas du tout des femmes en particulier. Et comme moi je venais d'une famille matriarcale bretonne, on était 9 femmes, c'était toujours une histoire de femmes d'ailleurs, eh bien pour moi c'est vraiment le pilier d'une société, le pilier d'une famille. La femme, elle transmet les racines à l'enfant, et je pense, on parle beaucoup des enfants qui vont mal, mais je pense qu'une femme qui va bien, c'est une famille qui va bien, tout va mieux, et elle transmet l'essentiel. Et donc j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de valeurs, et c'est ça, tout d'un coup, quand j'ai vu ces femmes de la rue, je me suis dit, quels enfants vont-elles mettre au monde? Et comme je voyais que cette société souffrait de plus en plus, je me suis dit, il faut agir rapidement. Et très curieusement, après l'abbé Pierre, c'est une carmélite qui m'a fait appeler et qui m'a dit, voilà, je voudrais inviter des femmes de la rue dans mon Carmel à Noël. Et donc, de la vision que j'avais, là il fallait que je passe à l'action, et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis après ça a été quelque chose qu'il fallait que je vive, non pas de l'extérieur, parce que c'est ce que je reproche à beaucoup de gens qui viennent s'occuper des autres, c'est qu'on projette sa manière de penser ou la société telle qu'elle est, mais on n'est pas du tout en phase avec celui qui souffre ou celui qui vit la rue. Toujours être à l'écoute, c'est aussi mettre mot dans la relation à autrui, l'écoute. Voilà, donc si vous voulez, il faut aller le chercher en soi et non hors de soi. Et donc c'est ce travail que j'ai dû faire. L'empathie. Voilà, c'est dû aller
chercher en moi qu'est-ce que justement la souffrance, quand on n'a plus rien, qu'est-ce que c'est d'être prostituée, qu'est-ce qu'on vit quand on est prostituée. Et donc ce chemin-là, il fallait que je le fasse. Et je pense que toute la force aujourd'hui, ce que j'ai développé, ça ne vient pas de ma tête avec ma projection, si vous voulez, d'un mental qui met des projets, mais c'est plutôt mes tripes, c'est-à-dire que les choses, les pierres se sont posées une à une avec une réalité de la personne qu'on a en face. Et alors aujourd'hui, vous êtes en train de créer un projet extraordinaire, vous parliez de société matriarcale, on reste dans cette logique aussi des femmes d'Afrique que vous connaissez bien, et vous allez exporter, si j'ose dire, le concept de cœur de femme en Afrique, mais avec cette chose magnifique, c'est que les personnes que vous avez aidées d'origine africaine en France vont revenir à leur tour, peut-être dans une logique de co-développement, vont revenir à leur tour aider les femmes en Afrique, chez elles, celles qui ont mal de leur pays, comme vous dites. Donc voilà, où vous en êtes tout de ce projet? Alors ce projet avance bien, donc il a un nouveau nom, l'association s'appelle Universelle. Alors j'ai joué sur les mots parce que c'est Uni les femmes, ES, vers avec un petit L, universel, parce que on marche ensemble. Et alors des fois on me dit mais t'as oublié les hommes, mais je dis mais non, c'est le féminin aussi de l'homme, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et donc ça va être un très beau projet parce que justement c'est nord-sud, c'est du vrai co-développement, parce que du coup on part peut-être pas avec quoi qu'on pourra réaliser son projet là-bas, mais c'est surtout la tête haute parce qu'on a un savoir, on sait qui on est, on a fait ce travail en amont et on repart avec un acquis, avec un diplôme, avec un projet et pour aller apporter à l'Afrique. Et donc là-bas, c'est aussi à Dakar, c'est faire la première maison de la rue. Et ça, justement, aussi bien le SAMU social, enfin toutes les associations qui s'occupent des enfants de la rue là-bas, me disent on t'attend avec impatience parce qu'il y a un tel besoin. Les femmes, il y a tellement justement des femmes qui étaient en prison, des petites bonnes, enfin il y a vraiment besoin de s'occuper des femmes. Et donc mon rôle, c'est d'aller aujourd'hui justement près d'elles. Là aussi, il va falloir que je m'imprègne parce que ça va être d'autres données. C'est pas les mêmes qu'à Paris, mais si vous voulez, je vais retrouver justement ces valeurs de femmes, cette force des femmes, et on va agir ensemble. Alors ça me fait penser, ça nous amène à la langue française tout cela, parce que ces pays d'Afrique, on continue à parler le français, c'est extraordinaire. Voilà. Il y aura des cours de français. Alors Madame Carrère d'Ancos, la dimension humaniste de la langue française, c'est préserver, vous l'avez dit dans certains de vos discours, ça aide à préserver le lien, la cohésion sociale à l'intérieur d'un pays, la France, mais également à unir les hommes encore à l'étranger, à l'international. Oui, ça aide d'autant plus que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix du cœur au fond. Ça n'est plus la langue de la puissance économique, même si la France est puissante, c'est pas ça, mais les gens, pourquoi est-ce qu'on fait du commerce en anglais? Parce que tout le monde se comprend, d'ailleurs dans une langue qui n'est pas la langue l'anglais de la culture. Mais le français est véritablement un choix, et moi je suis très frappée par l'Afrique par exemple. Je comprends très bien ce que vous allez faire. Bon, les pays africains, c'est vrai qu'il y a eu le problème colonial, c'est le passé, et le passé est toujours, il n'est jamais clair, il n'y a jamais les bons et les méchants séparés. Beaucoup dans l'avenir. Voilà, mais que les Africains restent tellement attachés à la langue française, c'est ça qui me bouleverse. Ils parlent un français superbe. Vous savez, j'ai été grondé, et c'est un mot très faible, par des chefs d'État africains qui m'ont dit: est-ce que vous n'avez pas honte de ce qui se passe dans votre pays? Est-ce que vous vous rendez compte comment les gens traitent la langue française? Nous ne nous permettrions pas ça. Et ils disent: c'est vous les gardiens, c'est vous, c'est votre langue, vous nous l'avez apportée. Mais si elle est sauvée, c'est grâce à nous. Et ils ont tout à fait raison. Et pourquoi ils aiment cette langue? Ils l'aiment. Le colonisateur a disparu complètement dans leur esprit. D'ailleurs, le colonisateur leur avait aussi construit des écoles et des dispensaires. Mais ils ont le sentiment que cette langue, c'est ce qui les unissait, c'est ce qui leur a appris l'amitié, c'est ce qui leur a appris, alors que ça n'appartient pas théoriquement au patrimoine de la colonisation. Et ils ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Et la francophonie, je voudrais le dire, ça, on compte ça, moi j'aime pas beaucoup les comptes, on dit il y a tant de pays, etc., c'est très sympathique. Mais la vérité, c'est une sorte de communauté de l'esprit, des gens qui pensent un peu la même chose, qui ont le même type de sentiment vis-à-vis de leur prochain. Alors ça ne veut pas dire que les autres langues n'aient pas ces capacités, je dirais, de générosité et de tolérance. Mais tout ce que la culture française véhicule... C'est peut-être à ce moment-là que les meilleurs
préceptes de notre culture, de notre patrimoine français ressurgissent. Oui, il ressurgit et il est aimé pour cela. Ouais. Et c'est ça qui est très important. Et vous avez récemment reçu aussi, accueilli des... Donc on parlait de la francophonie, mais parlons aussi de ces professeurs de français langue étrangère, là aussi actifs. Ce sont des gens extraordinaires. Vous les aviez il n'y a pas longtemps à l'Institut, vous les avez reçus. On les a reçus à l'Institut, vous parliez des mécénats. Dans un des mécénats de l'Institut, nous avons un grand prix qui s'appelle le prix Louis D. C'est un prix de 750 000 €. Eh bien, il y a 2 ans, je présidais le jury et j'ai fait donner le prix précisément aux professeurs de langue française à l'étranger pour qu'ils aient ici une maison. Parce que ces malheureux n'avaient pas de maison, c'était des SDF. Or, comment est-ce que vous pouvez véritablement être le porteur d'une langue et d'une culture et traverser Paris en cherchant où vous pouvez vous abriter? Il n'était pas sous les ponts, mais à peu près. Bon, ce sont des gens extraordinaires. À travers le monde, vous rencontrez de ces gens, des tonnes de professeurs comme ça, pour qui la vocation, c'est, au fond, d'être unis aux autres à travers la langue française. Qu'en pensez-vous, Simone Veil, de ce que vient de dire Madame Carrère-Dancos? Moi, j'ai beaucoup été en Afrique. J'ai été sûr. très souvent en Afrique pour mes activités de ministre. J'ai été invitée souvent. D'abord, j'ai trouvé dans un pays comme le Sénégal, par exemple, on était accueillis merveilleusement. C'était exceptionnel, avec une amitié tout à fait particulière. Je pense à Senghor souvent, qui a vraiment marqué la langue française. On racontait des anecdotes comme ça. Une fois, il était dans un colloque et quelqu'un lui avait parlé, voyant qu'il était noir, lui avait parlé petit nègre ou à peu près, et tout d'un coup, il était sorti de sa colère. Il avait parlé comme très peu de gens s'exprimaient. Enfin, c'était magnifique. Mais moi, ce que je ressens aussi aujourd'hui, c'est par rapport aux femmes, puisque vous nous avez réunis parce que c'est la journée des femmes, c'est qu'il y a une solidarité entre les femmes qui est très grande. Et moi, je me sens beaucoup d'obligations vis-à-vis des femmes, parce que j'ai eu souvent l'impression que j'étais un peu la femme alibi et qu'on se comptait de ça, mais il y en a quelques-unes, comme ça, Hélène, je crois qu'on est un peu, voilà, on est quelques-unes. Et je me sens très redevable aux femmes. Très redevable. D'abord, j'aime la compagnie des femmes, j'aime travailler avec elles, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, je trouve qu'elles sont très sérieuses et que c'est très agréable de travailler avec des femmes. Elles apportent quelque chose d'autre. Moi, je dirais, c'est pas par souci d'égalité, de la parité, ni rien. C'est parce que je crois profondément que les femmes, quelles qu'elles soient, dans n'importe quelle occupation, apportent quelque chose de différent. C'est pas dire nous sommes ni mieux ni plus mal. Nous sommes différents et je trouve que la société est faite à la fois d'hommes et de femmes. Et s'il n'y a pas, notamment dans les milieux politiques, notamment parmi les parlementaires qui votent la loi, eh bien la loi n'est pas bien faite pour les femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes comme vous qui ont des fonctions politiques et qui s'engagent aussi dans des fondations, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation Claude Pompidou, donc auquel vous tenez beaucoup de fondations sociales. Voilà, plus d'autres évidemment. Parce que j'ai toujours été dans le secteur social, voilà, pas du tout dans le secteur économique. Est-ce que ça peut être l'apanage des femmes aussi d'unir peut-être la politique et la solidarité? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais oui, elles s'y intéressent davantage, mais il faut faire attention parce que c'est aussi ce qu'il reste d'une tradition. C'est-à-dire que c'était les femmes qui s'occupaient de ce qui était autrefois ce qu'on appelait la charité, qui s'occupaient de prendre en compte. Et je crois qu'il ne faudrait pas que les femmes soient enfermées uniquement dans ces situations. Or, elles pensent que c'est plus facile, elles s'y projettent, et qu'il faut aussi des femmes qui soient des grandes scientifiques, qui soient des femmes comme Hélène Carrère-Dancos, qui vraiment assument des responsabilités sur le plan de la culture, sur le plan de la langue française considérables. Et je crois que c'est très important. Qu'il ne faut pas... à cet égard... La dimension humaniste de l'existence est transversale, quelles que soient les disciplines. L'autre jour, j'étais à une réunion qui était un professeur qui fait beaucoup pour ses élèves, et je me rends compte que dans cette classe qu'elle avait amenée, c'était dans un musée, il y avait pratiquement que des jeunes filles. Et j'ai dit, comment ça se fait? Elle m'a dit, mais parce que c'est une classe littéraire. J'ai dit, mais il ne faut pas que les filles s'enferment dans les classes littéraires. Il faut qu'elles fassent des sciences. Il faut qu'il y en ait partout. Parce que sans ça, comme ce sont tout de même des professions qui sont lourdes à porter et qui sont quelquefois, qui ne donnent pas les accès,
aux responsabilités, il le donne dans certaines situations, mais il y a des responsabilités auxquelles on ne peut pas atteindre, et c'est tout à fait dommage parce que je crois qu'il doit y avoir partout. Madame Cardancos, vous êtes éminemment littéraire, sociologue, historienne, vous avez une fille scientifique, médecin, journaliste. Une fille médecin, voilà, et j'ai une fille avocat. Mais un fils écrivain. Et un fils écrivain. Alors, quels sont les points communs déjà avec votre fille scientifique, pour reprendre ce que disait Madame Veil? Eh bien, on se retrouve évidemment. J'ai toujours pensé qu'il était très important que les filles fassent des études, beaucoup plus important encore que les garçons. Et je vais dire quelque chose tout de suite. Moi, j'ai un mari charmant que Madame Veil connaît, mais c'est un homme du Midi. Et quand mes enfants étaient petits, ils disaient oui, on fait les études du garçon d'abord. Je disais non, les études des filles d'abord. C'est pas très loin un petit peu de ce que vous viviez, mais les femmes résistaient. On a une expérience commune. J'ai été professeur d'université. Et comme professeur d'université, j'enseignais l'histoire et la science politique. Je formais des gens qui allaient à l'ENA, qui passaient des concours, c'est-à-dire qui... J'ai eu beaucoup d'étudiantes femmes et je dois dire que je me suis attachée particulièrement aux jeunes filles parce que précisément, elles, je les ai poussées. J'ai fait un effort particulier avec elles. J'avais le sentiment que ma responsabilité de professeur, c'était ça. Parce que c'était la génération des filles qui a toute ma vie de professeur. C'était celle qui entrait vraiment dans la vie active, dans les postes qui étaient supposés encore réservés aux hommes. Alors, je comprends très bien, si vous voulez, on a tous des responsabilités là où on se trouve pour faire avancer on fait avancer la cause des femmes, chacun à l'endroit où on se trouve. Et en faisant attention précisément à ne pas faire de la protection ou ne pas faire un zoo féminin. Madame Veil a évoqué tout à l'heure la parité. Moi, j'ai toujours pensé que la chance des femmes, d'une certaine façon, c'est que rien ne leur était donné. Et qu'il fallait qu'elles se battent pour obtenir ce qu'elles avaient, donc il fallait qu'elles soient excellentes. Françoise Giroud, que je respectais beaucoup, a une parole qui m'a toujours fait frémir. Elle disait « L'égalité viendra quand une femme peu compétente pourra occuper le même poste qu'un homme, un poste d'homme. » Et je me disais quel malheur, le jour où ça arrivera, c'est la fin des efforts. Non mais je le pense profondément et je crois qu'il ne faut pas donner. Oui, Simone Veil, vous êtes très pour la discrimination positive, je sais, à condition, quelles que soient les différences, à condition qu'on soit quand même dans de la compétence. Absolument, voilà. Qu'elle passe les mêmes concours. C'est ça, qui doit unir les êtres humains, c'est la compétence. Ce que je vois dans certaines institutions où justement on a à se prononcer sur les aspects constitutionnels. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, comme les nominations se font par 3 et que les 3 ne se concertent pas, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 femmes sur 9. Voilà. Ce qui est tout de même un peu triste, parce que moi je connais beaucoup de femmes qui sont tout à fait remarquables et qui seraient au Conseil constitutionnel tout à fait à leur place. Je voudrais vous dire quelque chose. Et ce sont les femmes qui sont tristes, hein, c'est pas les hommes. Alors, je voudrais, Madame Veil l'a cité tout à l'heure, Léopold Sédar Senghor, qui était un très grand homme. Eh bien, Léopold Sédar Senghor avait un souci à l'Académie française, il disait toujours, vous devez être clair, pensez que les jeunes filles musulmanes, parce que il était catholique, mais son pays était tout de même largement islamisé, c'est-à-dire les jeunes filles d'Afrique doivent comprendre. Il n'a jamais dit, pensez que les garçons. Son souci était véritablement qu'on apporte la clarté, les moyens d'expression aux femmes de son pays. Ça m'a toujours frappé. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Madame Veil, je voudrais qu'on termine cette émission avec quelques mots sur la mémoire. Déjà, une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous pensez que la souffrance dont vous avez vous-même fait largement l'expérience pendant votre vie a pu aussi vous porter vers la réussite, vers le combat, vers le... Je crois que la souffrance ne vous amène jamais rien de bon. On la domine, plus ou moins, mais elle vous pèse toujours. J'ai toujours à cœur de voir que les gens qui sont autour de moi, mais même plus lointains, soient le plus heureux possible. C'est comme ça que j'ai été pendant très longtemps dans la maison à Cœur de Femme. Je déjeunais quelquefois avec elle, j'apportais une grande tarte, un gâteau, et ça m'a toujours, à moi, apporté quelque chose. Alors justement, ce problème de la mémoire, de la Shoah, on se rend compte que c'est très compliqué, justement, comme vous dites, peut-être pas s'arrêter sur la souffrance. Néanmoins, il y a une dimension sacrificielle qu'il faut conserver. Oui. De quelle façon pensez-vous qu'il faille l'organiser, l'imaginer, cette mémoire de la Shoah? On a vu qu'il y a eu cette maladresse, peut-être, que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas emboîté le pas au président Sarkozy. C'est pas du tout la question de la souffrance. C'est la question des raisons pour lesquelles les Juifs ont été exterminés. C'est-à-dire qui pourrait arriver d'ailleurs à une autre population. C'est donc pas
le fait même de la souffrance, mais c'est l'idée même d'avoir exterminé quelqu'un. Moi, je lis énormément encore cette nuit. Je lisais un livre sur l'extermination en Ukraine, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dès 1940, les Ukrainiens ont commencé à massacrer les Juifs, et même en très grand nombre, et on découvre maintenant qu'il y a eu probablement beaucoup plus de gens, beaucoup plus de Juifs qui ont été exterminés qu'on ne le pensait. On pense qu'il y a au moins 1,5 million de plus. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de savoir comment ça a pu se passer, pour que ça ne puisse pas se reproduire. Parce que la menace est toujours là, en fait. Elle peut être toujours là pour n'importe quel. Enfin, c'était les Juifs, mais on pourrait penser aussi que le Rwanda, encore que c'était très différent, parce qu'en ce qui concerne les Juifs, c'était vraiment la volonté d'exterminer tous les Juifs. Le Rwanda, dans des pays comme ça, ce sont des ethnies qui, entre elles, se battent. Mais les gens du Rwanda, enfin les Hutus ou les Tutsis n'ont pas été en Belgique ou en France où il y en avait un certain nombre pour les tuer. C'est quelque chose de très spécifique. Mais ça pourrait arriver pour d'autres personnes et et je crois que c'est ça qui n'est pas acceptable. Vraiment, et c'est pour ça qu'on doit en parler pour que toute approche de ce genre d'extermination ne soit plus possible. Madame Carrère-Nancos, le mot de la fin. Je veux dire un propos d'historienne, mais je crois que s'il existe un devoir, c'est un devoir d'histoire, le devoir d'enseigner l'histoire et d'aller au fond des problèmes. Moi, je suis très frappée. Comprendre le monde, quoi, vraiment. Oui, et vous voyez, je suis très frappée, par exemple. Il faut savoir pourquoi c'est arrivé. Il faut pas occulter. Il y avait un homme qui s'appelait Hitler. Il y avait derrière comment on arrive au pouvoir, comment est-ce qu'on capte les esprits, comment est-ce qu'on n'arrête pas ça. Je pense que c'est l'enseignement de l'histoire qui est fondamental. L'histoire tragique, elle doit être dans tous les esprits. Et si on ne fait pas ça, eh bien, c'est là que ça se reproduira. Ou en tout cas, c'est là que ça sera incompris. Et je pense que s'il y a un terme qu'on doit retenir, c'est le terme devoir d'histoire. Nous sommes tout à la fin de l'émission. On pourra rester des heures encore à vous entendre. Bien sûr, vous serez les bienvenus pour revenir parler sur ce plateau et sur tant d'autres dans Direct 8. Merci beaucoup, mesdames, de votre présence aujourd'hui. Très bonne continuation dans vos magnifiques actions et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée sur Direct 8. À la prochaine fois. Ciao.